la démarche empreinte de beaucoup de fierté de notre cher coq qui arpente les villes d'Abidjan. Nous émettons depuis la station de Cocody pour la RTI pour vous distiller des couleurs roses aujourd'hui. Matin Bonheur se conjuguera aux couleurs roses, comme vous pouvez le constater. Nous sommes donc le mardi 26 novembre, plus que quelques jours, 4 jours précisément, pour finir avec ce mois-là et aussi finir avec l'année, avec le mois de décembre. Nous sommes heureux de vous retrouver, Marcellin et moi, pour vous présenter cet autre numéro. Bonjour très cher, merci mesdames et messieurs d'être en notre compagnie. La rédaction de Matin Bonheur s'assoit sur le thème de l'enfance. Vous avez certainement souvenance du passage ici de monsieur le directeur de l'enfance, hein, ça c'était la tutelle. Ensuite hier nous avons reçu les ONG à travers un monsieur sympathique, un Martial Kouakou, qui nous a parlé du droit des enfants. Et puis aujourd'hui nous allons rester dans la spirale donc, de cette problématique des enfants pour parler des enfants en conflit avec la loi, cette fois au niveau juridique, judiciaire, sociologique. Ce sera avec Maître Lamine Faye. Merci d'être en notre compagnie. Réalisation, bien sûr, Jacques Brou. Voici l'image du jour, mesdames et messieurs. Un tête-à-tête de camion. Oui, pour vous dire qu'on peut s'accrocher, mais dans la bonne humeur, rassurez-vous, là, il n'y a pas d'accident, ma très chère Alix. Eh oui, et qu'importe son gabarit, il faut toujours faire de la paix. Voilà, il ne faut pas effrayer, toujours dans la mouvance de cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Les séjours d'activisme initiés ici et même ailleurs pour lutter contre les violences faites aux femmes. Il faut ne pas effrayer les femmes, il faut les prendre avec soin, comme ça se passe ici. Vous ne voyez pas ce qui se passe. Jacques, on peut revenir de quoi montrer aux téléspectateurs comment prendre soin d'une femme? Parce que moi, je bénéficie de ces bons soins-là, de son avenance toujours. Voilà. Il ne me lèche pas les bottes hein, du tout. Pas du tout. Alors, les femmes, c'est avec des... faut prendre les femmes avec délicatesse. C'est pas swag quoi d'être violent avec une femme. Ah, ça... Alors, la bonne vieille technique de nos parents, c'est que quand madame est fâchée ou votre copine ou bien, je sais pas, est fâchée, sortez, prenez de l'air, parce que c'est faute de bois que le feu s'éteint. Sortez, prenez de l'air et revenez. Les femmes... Ce sont nos femmes, il faut les aimer. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs. Il faut les aimer, pas de violence. Et puis, il ne faudrait pas qu'on banalise cette violence-là. Ouais. Et ce sont des hommes qui doivent vraiment prendre la défense des femmes dans ce combat-là. Parce que ça ne sert à rien de dire moi, la mienne à la maison, elle le mérite souvent. Non, 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 parce qu'on n'accepterait pas qu'on fasse cela à nos sœurs, à nos mamans. Et pour les femmes aussi, c'est vrai qu'on en parle des hommes, mais c'est alarmant de savoir qu'en Afrique, les statistiques sont telles que les femmes acceptent ou cautionnent, dépénalisent le fait qu'elles soient battues. Non, il ne faut pas accepter. Ce n'est pas normal de se faire battre par qui que ce soit, même par son époux. Ce n'est pas du tout normal, il faut le dénoncer. Ce n'est pas le destin d'une femme, hein. Ce n'est pas le destin du tout d'une femme d'être frappée. Ce n'est pas normal, ça ne doit pas exister. Il y a des traditions où on dit « Ah non, toi au moins ton mari te frappe, ça veut dire que tu as un mari. » Non, 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 nous sommes en 2019. C'est fini ces histoires-là. Le dialogue, même si des fois, les bouches des femmes nous poussent à... Hein? Mais bon, il faut rester cool, quoi. Ben oui. Sortir de la maison, écouter une musique, essayer de décompresser, puis leur faire des cadeaux. Ce sont nos mamans, ce sont nos femmes. Et puis on a toujours besoin d'elles, à toutes les heures. On se comprend? Franchement, on vous a bien compris. Ah oui, on se comprend. Parce que, voilà. En tout cas, merci de nous suivre. Et puis, la suite de ce programme, après l'image du jour, c'est bien sûr Régis Kofi qui est déjà avec nous en plateau pour le premier flash, celui-là, Ivoire. Nouveau rendez-vous de l'actualité. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a procédé hier à la remise de 54 machines agricoles. Le représentant de coopératives et a visité le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARA. Le chef de l'État a réitéré sa détermination à œuvrer pour l'accroissement de la production agricole, mais également pour la transformation des matières premières agricoles en produits manufacturés. Bientôt, les jeunes filles âgées de 9 ans seront vaccinées gratuitement contre le papillomavirus humain, virus responsable du col de l'utérus. C'est le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination qui a livré l'information lors d'une conférence de presse. Astou Touré. Ce sont au total 300 000 jeunes filles de 9 ans qui sont attendues dans les écoles et centres de santé pour se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus humain, HPV. Objectif, vacciner au moins 80% des jeunes filles de 9 ans sur toute l'étendue du territoire national. La première dose lancée officiellement le 25 novembre à Koumassi.
En Côte d'Ivoire, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme et la première cause de mortalité de la gente féminine. Pour prévenir la maladie, le programme élargi de vaccination PEV était en face des professionnels de médias. Pour le choix porté sur la cible, le directeur coordonnateur du programme élargi de vaccination précise. L'État de Côte d'Ivoire a fait le choix de vacciner les jeunes filles parce que le vaccin il coûte extrêmement cher. Sur les jeunes garçons, ça va déterminer des affections dermatologiques, mais ça n'entraîne pas le cancer mortel qu'on connaît. Alors que chez la jeune fille, l'infection peut conduire plus tard au cancer et avec les conséquences que vous connaissez, la plus grande c'est le décès. Donc le choix a été fait de protéger plutôt la jeune fille. Ce programme de vaccination qui va durer toute l'année ne comporte aucune menace chez les jeunes filles. Il n'y a pas de danger particulier. Aucune des études qui ont été menées dans les pays où ce vaccin est administré depuis des années, n'ont pas montré de risque particulier pour les jeunes filles qui sont vaccinées. Donc, nous encourageons fortement les parents de faire venir leurs enfants ou d'accepter à l'école, si la vaccination a lieu à l'école, que leurs filles soient vaccinées. Reparti dans 220 centres de santé du pays, ce programme est évalué à 500 millions de francs CFA. La deuxième dose du vaccin contre le papillomavirus HPV se fera 6 mois après la première dose. La ville de Korogo abrite le tout premier conseil bilan délocalisé de la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam. Une rencontre qui se tient 2 semaines après le lancement des travaux de modernisation de l'aéroport de la capitale du Poro. Objectif, se rapprocher des administrés. On termine en culture avec l'Abissa 2019 qui a démarré à Grand Bassam, un démarrage marqué par la sortie du tam-tam sacré. On en sait davantage avec Isaïo. Fini la semaine silencieuse, place au boisseau. Comme le veut la tradition ici-bas, le tam-tam sacré, les deux Mongoliens, après une semaine de retraite, est remis au roi, Sa Majesté à Montalon désiré, qui à son tour le rend au peuple. Cette symbolique annonce le démarrage effectif de l'Abissa 2019. Les deux Mbolé est ensuite installé sur la place de l'Abissa. Début de la résistance populaire. Enfants, jeunes et vieux Zima dansent à leur choix au rythme et au son du tam-tam sacré. Cette frénésie du tam-tam sacré ne laisse personne indifférent, même celle venue de l'extérieur. On l'a attendue l'an dernier, elle n'est pas venue. Cette année, on espérait qu'elle arrive. Et pour voir ça, c'est magique. Il faut venir en Côte d'Ivoire pour voir ça. La coutume, c'est magique. C'est plein de joie, c'est plein de bonheur et beaucoup de partage. Pour les organisateurs, c'est un pari gagné. L'Abissa est effectivement sur la place. La tradition est totalement respectée. L'Abissa constitue une plateforme extraordinaire pour venir vraiment peaufiner toutes les incompréhensions, pour venir régler tous les problèmes. La forte mobilisation du peuple Zima à monter de l'Abissa était attendue. Fini donc la parenthèse des incompréhensions de 2018. Désormais, c'est unique que les Zima protocole célèbre la fête de l'Abissa. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure pour le développement de l'actualité africaine.
Merci mon très cher Régis, on sera à la Vissa, hein, toute l'équipe, on va danser, on va aller s'amuser avec Jacques Brou qui réalise cette émission pendant que je savoure mon bon cacao de Côte d'Ivoire. Ouais. J'espère qu'on ne va pas prendre ça aussi, hein, que c'est labellisé déjà, hein, parce qu'avec cette affaire de labellisation chez vous, là je m'appelle Marcelin Gouvoy, ivoirien, et je savoure mon bon, regardez, comme mon bon café, et puis il y a du cacao de Côte d'Ivoire, voilà, ça vient de chez nous. Il faut consommer Made in Côte d'Ivoire, c'est très important. Il faut consommer ivoirien, il faut pas qu'après on puisse mettre le sable dans notre attiqué. Merci d'être en notre compagnie ce matin bonheur qui se poursuit ainsi. Savez-vous que les talons existent depuis des années, des siècles, qu'à l'origine, les talons étaient mixtes. Et en ce moment, sur Matin Bonheur, ma coprésentatrice est une grande admiratrice de talons. Elle a au moins 477 paires. Avec le plan de Bonfix, on peut voir les talons. Elle a 477 paires. Si vous avez la chance de faire partie des intimes d'Alix, vous allez voir dans son dressing 477 paires. Ça existe depuis des siècles et à l'origine, c'était mixte. Ah oui, les garçons aussi arboraient des talons. D'aucuns disaient que c'était pour avoir un niveau de taille assez conventionnel pour que les hommes soient un peu plus élevés, surélevés. Et puis les femmes, c'est bien sûr pour l'élégance et puis la démarche svelte et gracieuse. Donc les dames, toujours des talons, messieurs, évitez. Évitez à cette époque. C'est pas glamour. Par contre, ce qui est glamour, c'est d'être en bonne santé, de se réveiller de façon tonique. Hein, et parce que le monde appartient à ceux qui se réveillent. Pas tôt, hein, mais ceux qui se réveillent. Parce qu'il faut se réveiller d'abord pour faire ses projets. Et le projet immédiat là maintenant, c'est de faire du sport. On y va avec le coach Koulibaly Lanzini. On y va. Coucou champion, je suis coach Koulibaly, ton coach. Ce matin, nouvelle séance de sport de qualité. Course, 15 minutes. Au niveau de la vitesse, du rythme, chacun son rythme. C'est une course d'endurance, n'oublie pas une course de vitesse. L'objectif, c'est de tenir le plus longtemps possible en mouvement. Au niveau des appuis, réception d'abord sur le talon et ensuite la pointe des pieds. Talon, pointe de pied. Au niveau de la posture, reste droit. Ne te penche pas en avant. Inspire lentement. Expire lentement. Ok. Si tu peux, tu bois de l'eau. On se retrouve sur le tapis. Premier exercice. Pompe débutant. Ou bien pompe pour les femmes. Top, c'est parti. 1. Inspiration, expiration. Inspiration, expiration. Deuxième exercice. Pompe normale pour les hommes. En position. Top, c'est parti. 1, 2, 5, 1, 2, 3, 8. On continue. 1, 2, 11, 12. Bravo. Premier exercice d'abdominaux, gainage ou la planche. En position, on va aller pour 7. Non, vas-y. Quand on est fatigué, on ne bombe pas les fesses. Descends un peu, voilà, reste là. 10, ok, tiens, faut tenir, vas-y. Vas-y, plus que 2. 11 et 12. Bravo. On passe au deuxième exercice. Crunch, comme vous le connaissez, mais avec un pied comme ça. La main de la jambe qui est croisée va se mettre sur le tapis ou sur le sol. Et ensuite, l'autre main se met en position de pardon. On va aller première série pour 10. 1, 2,
3, 3, le coude, on va le ici. 4, le coude au genou, voilà. 5, rentre le ventre. 6, 7, 8, 9, vas-y. 10, 1, 2, 3, 4, belle exécution. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, place aux étirements. On lève une main et on tire. C'est cette partie-là. Et 5. On avance et on descend le bassin. 5. On repart. Voilà. On met bien la tête entre les épaules. On se redresse tout doucement. Bravo. Belle séance. On se retrouve demain pour du sport de qualité. La qualité à vous servir dans toute la matinale et au travers de cette séance de fitness proposée par le coach Lanzeni Koulibaly. Et vous le savez, après l'effort, le réconfort, on vous emmène maintenant pour le petit-déj à vous proposer ce matin. Un véritable supplice. Moi, j'aimerais me plaindre officiellement contre la rédaction parce que c'est bien de nous proposer des petits déj, mais pourquoi ne pas venir nous emmener des spécimens ici, franchement, parce que ce qu'on découvre chaque fois, ça nous frustre. On est assis ici et puis on regarde des choses comme ça. Regardez, regardez, regardez. C'est pas sérieux. On apprécie de bananes avec une compotée de légumes, des fois frits avec de la viande, du poulet ou du poisson. Ça va, ça passe. Franchement, j'adhère à votre plaidoyer de ce matin. Les grandes douleurs sont visuelles. Franchement dire. Franchement dire. Et muette. Bon appétit. En tout cas, bon appétit pour vous qui avez la possibilité tout de suite là d'aller en cuisine, sortir 2-3 bananes. Ça prend que 5 minutes à faire bouillir avec une petite compotée. Voilà. Et puis ça, ni mûr, voilà, ni non mûr. Des bananes voilà. mixtes. Et puis il y a, avec du rognon, avec un peu de tout, quoi. Là, vraiment, c'est magnifique. J'en perds même la lumière, même sur moi. Merci d'être en notre compagnie ce matin. Bonheur, respect que la digestion se passe bien. Nous, on va digérer au niveau info avec celui qui vient maintenant. Il s'appelle Renaud. Renaud. Bonjour Renaud, ça va bien Renaud? Bonjour Alexis, bonjour Marco, ça va bonjour. super bien. La fratrie va bien, la famille va bien? Oui, tout le monde se porte bien. Ok, alors donc on est au top pour faire maintenant le boulot juste après ce jingle. Eh oui, on démarre cette revue de presse avec la visite prochaine du président de la République. Le pays va battre au cœur du handball. Et oui, à ce sujet, des lieutenants de l'ex-président de l'Assemblée nationale montent au créneau en affirmant qu'il a fallu le passage de Soro pour que les choses bougent. L'Inter qui en parle révèle par la même occasion ce qui est réservé au chef de l'État pendant cette visite prévue du 27 au 30 novembre 2019 dans la région du handball, vous l'avez dit. Alors, en exclusivité, des confidences d'un proche du président Laurent Gbagbo. Oui, ce proche de l'ex-président de la République, c'est son médecin personnel qui, depuis la ville de Daoukro, fait de graves révélations, apportant de nouveaux éléments dans l'affaire Gbagbo à la Cour pénale internationale. Pour en savoir plus, il faut se procurer le numéro de Soir Info de ce jour. Et avant le handball, hier, c'est le Sahara qui a eu la visite de notre chef d'État. Oui, le président de la République s'est rendu au Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Fier de cet événement qui réunit en Côte d'Ivoire les acteurs du secteur agricole de plusieurs pays, Alassane Ouattara a déclaré « Ce rendez-vous montre le bond exceptionnel de la Côte d'Ivoire. Et pour retrouver le compte-rendu complet de la visite du numéro 1 ivoirien au Sahara, il faut se procurer Fraternité Matin. » Après un proche de M. Laurent Gbagbo, c'est au tour d'un proche de M. Blé Goudé de s'exprimer. Il s'agit du secrétaire général du Congrès panafricain pour la jeunesse et l'égalité. Dans l'interview exclusive qu'il a accordée aux confrères, Dr Saraka annonce que le président du COJEP souhaite rencontrer Alassane Ouattara. Le secrétaire général du COJEP a profité de cette tribune pour donner le point de vue de sa formation politique sur Soro, Bédié et Gbagbo. Plus de détails dans le quotidien Le Sursaut. On passe maintenant à l'expression. Le confrère qui titre à sa une crime et coup bas de Soro dans la rébellion. Un ex-rebelle balance tout et tout. Cet ancien membre des Forces Nouvelles fait de nombreuses révélations sur plusieurs sujets tels que les assassinats de Ibrahim Koulibaly dit Ibé, Kass ou encore Do Félix. Tout
tous ex-membres influents des forces nouvelles. Il parle aussi du cas de la BCAO de Boaké ou encore de l'opération Dignité. Pour tout savoir sur ces affaires, il faut lire l'expression de ce jour. Le quotidien Le Matin n'est pas un reste dans ce florilège, dans ce dédale d'infos matinales. Eh bien, attaque contre le RHDP, propos xénophobe présidentiel de 2020. L'ex-argentier du PDCI de sang Bédier, Izi Assamoah Désiré, c'est de lui qu'il s'agit, qui milite désormais au Rassemblement des oufrétistes pour la démocratie et la paix, n'a pas été du tout tendre avec le président du PDCI dans cette interview qu'il a accordée aux confrères. Dans cet entretien, il déclare notamment que le PDCI est dans la détresse. Plus de détails dans Le Matin de ce mardi 26 novembre 2019. Et pour terminer, on s'intéressera maintenant à l'éléphant déchaîné. Oui, le journal satirique qui barre à sa une, Air Côte d'Ivoire, des turbulences à la suite d'une lettre anonyme. Cette note anonyme dont le confrère a reçu une copie décrit les conditions de travail difficiles du personnel navigant. Pour tout savoir sur la teneur de ce papier, il faut se procurer l'éléphant déchaîné de cette semaine. Merci beaucoup, mon très cher Renaud. Merci, Alix et Marco. Demain, 6h10, le triptyque, c'est toujours là, Alix, Marco, Renaud, pour la revue de presse. Matin Bonheur se poursuit avec un élément très important, élément avec E majuscule, s'il vous plaît, parce qu'il s'agit de mon très cher ami et confrère Barthélémy Gué-Konan. Avec lui, nous allons parler de comment faire la publicité sur Facebook. Parce que Facebook, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est que c'est pas seulement pour faire des photos, pour montrer tout. Non, non, Facebook, ça peut gagner de l'argent, faire gagner de l'argent. La preuve. Eh oui, et dans la cocotte minute du matin, c'est un ingrédient saveur, un ingrédient très important. Monsieur Barthélémy Gué-Konan, pour le mardi, on parle aujourd'hui de comment faire de la publicité sur Facebook. Marco l'a annoncé. Bonjour à vous. Bonjour Alice, bonjour Marco. Bonjour. Bonjour téléspectateurs. Alors dites-nous tout. C'est ça, le procédé. Alors, le but, Facebook, exactement. Donc le but donc de la publicité sur Facebook, c'est de, comme le dit, c'est de d'apporter le bon message à la bonne personne, de sorte à ce que cette personne-là réalise une, on va dire, une action précise donc sur votre site web ou sur votre page Facebook. Alors comme je me l'ai dit dans les formations, c'est de faire trébucher donc votre prospect par une offre généreuse qui, voilà, tu l'as conquis, lui permet de vous dire oui sur votre offre en fait. Alors, est-ce à dire que la publicité ne concerne seulement que soit les entreprises ou quelqu'un qui a un produit en particulier? Un individu ne peut pas faire de la publicité? Absolument, absolument pas. Et c'est l'avantage de Facebook, c'est venu démocratiser en fait, on va dire, le fait de faire de la publicité. Vous êtes un individu lambda, un particulier qui a son petit commerce. Facebook vous permet de faire votre publicité de bout en bout sans avoir besoin forcément d'un spécialiste. Vous avez l'interface donc de gestion de publicité sur Facebook. Vous avez juste à créer votre compte et puis créer votre publicité. Et Facebook vous donne la main et vous assiste à créer votre publicité. Alors quand vous le dites comme ça, c'est simple, c'est clair, c'est concis. Mais est-ce qu'il existe une régulation, Barthélémy? En termes de publicité oui, sur Facebook. Alors, la régulation, c'est Facebook qui la met. Elle se décline comment? Alors, vous avez votre produit, votre offre, vous publiez grâce à Facebook et Facebook vous facture au clic ou facture à la fin de la campagne. En fait, voilà techniquement ce que ça se fait. Maintenant, dans nos pays, nous n'avons pas encore pour l'instant, comme ça se fait, je crois, avec les publicités au niveau de la RT et de la radio, nous n'avons pas un organisme en fait régalien qui, on va dire, puge des taxes sur la publicité. D'accord. On va séquencer pour chaque entité la manière de faire de la publicité. Exactement. On a des personnalités publiques, on a des personnalités lambda, on a des produits. C'est ça. Voilà. On a des personnes morales ou personnes physiques qui peuvent se trouver sur Facebook. Pour chaque entité, comment orienter la publicité? Alors, déjà, les principes de base pour faire la publicité, on a 3 grands principes de base. Vous avez ce qu'on appelle la stratégie, parce que si vous voulez faire une publicité, que vous soyez une personnalité, que vous soyez une personnalité morale, que vous soyez une personne lambda qui a son service, vous avez besoin d'avoir un objectif. On a vu auparavant cette espèce d'image d'entonnoir. Ça s'appelle entonnoir de vente, c'est très connu en marketing. Vous avez 3 grands niveaux. La sensibilisation, parce qu'on considère que lorsque vous êtes sur un marché, la plupart des personnes ne connaissent pas vos produits et ne sont pas conscients des problèmes que vos produits permettent en fait de résoudre. Donc vous avez dans une phase de sensibilisation, leur montrer en fait qu'ils ont tel problème et que vous avez la solution.
Ensuite, vous avez au niveau du niveau 2, vous avez ce qu'on appelle la considération. C'est-à-dire que lorsque la personne est sensibilisée, elle se dit, tiens, telle personne, tel commerce permet en fait de résoudre mon problème. Et enfin vient l'étape cruciale que tous les vendeurs veulent, c'est l'étape d'achat, donc de décision d'achat. Oui. Voilà. Alors, pour rester dans la ligne d'Alix, oui. Alix a demandé le séquençage de la publicité. Oui. Est-ce que c'est tout qui peut faire sa publicité sur Facebook? C'est pour ça que je dis que ça dépend de votre objectif. Votre objectif, par exemple, en tant qu'homme politique, c'est de vous faire... d'éthique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la publicité ou de canevas voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas entendre la publicité forcément l'acte commercial. Il ne faut pas voir que je suis en train de vendre peut-être une chemise, ça peut être que voilà, j'ai réalisé une bonne action, j'ai envie de dire... Sociale. J'ai besoin de faire connaître ça pour que si éventuellement, on va dire, des personnes qui sont dans ce besoin-là puissent aussi contacter. Comme on le voit avec donc, certains pas forcément, exactement, ce n'est pas forcément, on va dire, l'acte d'achat. En cela que Facebook a beaucoup d'objectifs, on va dire marketing derrière. Vous n'avez pas que la partie vente, vous avez aussi la partie notoriété qui permet par exemple pour une personnalité, voilà, voici les différents objectifs que vous avez au niveau du marketing. Vous avez la première, vous avez totalement à gauche, vous avez les différentes étapes en fait pour créer votre publicité. Vous avez la phase donc, de la campagne, les objectifs qu'il faut que vous définissiez. Ensuite, vous avez juste après les audiences que vous définissiez, parce que comme on l'a dit, Facebook, l'un des gros avantages de Facebook, c'est que ça vous permet de cibler en fait vos audiences. Ce n'est pas comme la radio ou la télévision où quand vous avez une réclame, elle passe à l'ensemble en fait des auditeurs ou des téléspectateurs. Avec Facebook, si on peut rester sur la slide, avec Facebook, vous avez l'opportunité de dire, ben, tiens, moi je veux communiquer qu'envers les personnes qui ont cliqué une fois sur mes publications. Je veux communiquer envers les personnes qui sont venues sur mon site web, qui ont mis un produit dans le panier et finalement sont partis. Donc vous avez cette qu'on appelle le retargeting, en fait, qui est une espèce de reciblage en fait, des personnes précises qui sont allés sur votre site. Alors, M. Konan, moi, j'ai vraiment envie que cette manière de faire de la publicité là, soit accessible à tout le monde. Oui. Parce que quand on va sur une page Facebook classique, on a la photo de couverture, la photo de profil, à propos, les informations, on a plein d'autres choses, mais on a l'envers du décor. Et c'est cet envers du décor-là qui nous permet notamment de faire de la publicité et autres. Mais comment on réussit à maîtriser ça? Parce qu'on ne peut pas savoir exactement. Nous, on se dit que bon, quand on a eu 500 j'aime, c'est que ce sont ces 500 j'aime-là, mais à la réalité, d'autres personnes peuvent être touchées plus que ça. Et c'est l'avantage, la semaine dernière, on expliquait que l'algorithme en fait, de Facebook a changé. Vous pouvez avoir 100 000 fans, vous pouvez avoir 10 000 fans, mais lorsque vous faites une publication, il y a ce qu'on appelle la portée organique. La portée organique, elle devient très faible. Vous avez à peine, on va dire 2%, 3% en fait, de personnes qui sont touchées par votre publication. Donc imaginez que vous avez fait un très beau visuel, vous avez construit un très beau test pour sensibiliser les personnes, et vous publiez que c'est seulement 2%, donc moins de 1000 personnes en fait, qui sont informées de votre publication. C'est frustrant. Donc Facebook permet que finalement, plutôt que de vous baser que sur votre portée organique, c'est de sponsoriser, donc faites de la publicité à partir de vos, comment dire ça, de vos... le sponsoring. Okay. Alors, la question que tout le monde se pose, hein, mon très cher Barthélemy, est-ce que cette forme de publicité de Facebook, qui est accessible à tous, qui n'est pas, en tout cas qui est directe, ne va pas faire de l'ombre à la publicité dite traditionnelle, dite classique, et nous poser des problèmes, nous, au niveau de nos finances publicitaires? C'est la régie qui sera contente de cette question. Bon, je dis, c'est un risque à prendre en compte. Mais en même temps, c'est une mutation au niveau de la RTI. Aujourd'hui... non, pas que nous, hein, il y a tous les médias. Tous les médias. Aujourd'hui, je crois que dans les dernières informations que j'ai eues, Facebook est en train de créer en fait une espèce de, on va dire, de plateforme pour tous les médias classiques, les radios, de sorte que les médias soient aujourd'hui, lorsque vous avez soit des partenaires, de sorte que lorsque vous avez une réclame au niveau de la RTI, il soit possible d'indexer, en tout cas dans votre grille tarifaire, on va dire une publication sur la plateforme de RTI disponible sur Facebook. Voilà, c'est pas une subtilité après pour happer tous ces grands groupes-là, parce que bon... Après, on saurait dire pour l'instant, mais il y a ce partenariat-là qui est en vue au niveau de Facebook. Et aussi, ça Parce que c'est deux mondes différents quand même aussi. Et puis l'un aura forcément besoin de l'autre. C'est un partenariat qui peut s'avérer gagnant-gagnant. Exactement. D'autant plus que Facebook offre donc à travers cette plateforme-là l'interaction aux différents annonceurs qui passeront par le biais de la RTI communiquer enfin par le biais des différents médias classiques là communiquer sur Facebook.
Alors, il y a aussi l'expertise, parce que c'est vrai, on le dit, c'est très facile de faire les publicités sur Facebook, mais l'expertise reste, on va dire, reste au niveau des hommes de médias classiques. Donc, elles peuvent accompagner, ces personnes peuvent accompagner, on va dire, les autres annonceurs dans la création des contenus publicitaires pour les annonceurs. Monsieur Kono, on en parlait à l'entame de l'échange, hein, de cette manière de régulation qui n'existe pas véritablement sur Facebook. Oui. Ça devient carrément un no man's land. Par exemple, on a plusieurs publicités mensongères. Alors, quel est le recours en ces circonstances-là? Les femmes en font les frais, hein, parce qu'on nous montre des mèches qui font telle coiffure, à faire, ça ne le fait pas. On a des modèles de vêtements, quand ça arrive, c'est autre chose. Facebook, comme le dit Facebook, est un peu comme un gouvernement, il est autonome sur sa plateforme. Un gouvernement sans président. Exactement, mais ils sont en train de... Il y a beaucoup de règles, en fait, il y a beaucoup de règles au niveau de Facebook qui sont en train d'être mises en place, en fait, pour lutter contre ce qu'ils appellent les fake news, en fait. En réalité, ce sont des fake news. Et Facebook est progressivement en train de monter en puissance pour, traquer ce genre de... J'ai eu, il n'y a pas 2 mois, plusieurs comptes fake qui ont été, on va dire, désactivés par Facebook. Donc, c'est une politique de Facebook. Donc, au-delà de Facebook même, les dirigeants par exemple, parce que dans le commerce classique, il y a des impôts qui sont relevés et tout ça, mais pour Facebook, on ne paye pas d'impôts. Voilà, chacun vient, il fait son commerce, il fait sa publicité, il vend. Mais on a des numéros, par exemple, pour les livraisons ou les numéros pour les commandes et tout ça. Quand on a une publicité mensongère, on n'a aucun recours. Alors, ce qu'on dit, c'est que c'est une économie nouvelle. Donc, les gouvernants... Elle est perfectible. Elle est perfectible. Ce qui se passe, je crois, en France, c'est que il y a des négociations de sorte que, de toute façon, quand Facebook s'implante dans un pays, il y a toujours des... Il y a toujours des taxes, des droits qui payent. Et c'est en train de faire dans pas mal de pays européens. Peut-être c'est à nous, après, de voir comment c'est possible de... Mais pour l'instant, les publicités en Côte d'Ivoire représentent une partie infinite et visible du marché publicitaire de Facebook. Donc, je ne suis pas sûr que Facebook accepte de payer des taxes pour... Merci infiniment, mon très cher Barthélemy Guyekono. Il faut faire attention et puis prendre toutes les informations ici par rapport à la publicité sur Facebook qui peut s'avérer très importante. Mais n'oublions pas la publicité traditionnelle classique disponible avec des médias comme la RTI qui se décline, RTI Info, RTI Digital et tout ce que vous pouvez avoir. Merci, c'est Matin Bonheur qui se poursuit ainsi. Après, nous allons parler enfants, juste au retour du journal et de la pub qui partent maintenant. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura un début de matinée marqué par d'importants passages nuageux sur le littoral et le sud forestier avec des possibilités de pluie. En cours de matinée, des éclaircies s'installeront progressivement sur ces zones et la bande centrale sera sous un ciel généralement nuageux alors que le nord connaîtra un ciel faiblement nuageux. Pour les variables de cette matinée, 27 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa, 26 degrés à Dimbokro, Gagnoa, Korogo, 25 degrés à Moye, Odiene, 26 à San Pedro et Sassandra, 25 à Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil sera très actif sur l'ensemble du pays, ainsi le mercure remontera progressivement. Le nord sous un ciel faiblement nuageux sera régulièrement visité par des vents relativement faibles. Dans le sud forestier et un peu moins sur le littoral, le mélange humidité-chaleur sera favorable au déclenchement d'orages isolés accompagnés de pluie. Pour les variables de l'après-midi, 31 degrés sera la minimale. Elle s'affichera donc à Abidjan, 32 degrés à Diaké, 34 à Bondoukou, Boaké et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 33 degrés à Mont, 35 à Odiene, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go.
Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre ce point de l'actualité africaine. Coup de théâtre à Yaoundé, au Cameroun, à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures pour les prochaines élections locales. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a dénoncé ou alors a annoncé qu'il ne prendra pas part à ces scrutins. L'opposant Maurice Kamto a notamment justifié la décision de son parti en annonçant un code électoral taillé sur mesure pour la victoire du parti au pouvoir. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont arrêté dans la région de Louga, au nord de Dakar, un maître coranique qui enchaînait ses élèves. Une pratique malheureusement courante dont sont victimes ces jeunes talibés, souvent réduits à la mendicité et victimes de maltraitance. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, face aux acteurs du monde de la finance au Togo. Il s'agit de faire la promotion du digital dans le secteur financier. Regardez. Banquiers, chefs d'entreprise et autres acteurs du monde financier sont ici sensibilisés sur l'éducation financière et la protection des consommateurs. Finalité, faire des services financiers numériques un instrument qui facilite la vie des clients en leur permettant d'effectuer des transactions et de mieux gérer leurs dépenses et revenus. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, s'investit ainsi dans la promotion de l'utilisation du digital dans le secteur financier au sein de l'UEMOA. Pour ce qui concerne la Banque centrale, ce phénomène-là, lorsqu'elle se développe, ça nous permet d'avoir plus de transparence dans les transactions financières, ça nous permet d'avoir une certaine célérité dans les opérations qui sont exécutées et ça nous permet, entre autres également, de lutter contre ce que nous appelons le blanchiment de capitaux. Et c'est un phénomène qui intéresse également l'État, puisque l'État même s'est lancé également dans la digitalisation avec toutes les opérations de paiement qui vont se faire de façon électronique. Depuis quelques années, le gouvernement togolais a bien compris le rôle essentiel de la digitalisation dans le processus de développement. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, l'initiative de la BCAO vient appuyer les efforts des plus hautes autorités en matière d'inclusion financière. Dans son plan national de développement 2018-2022, le gouvernement s'est résolument engagé à bâtir les fondamentaux d'une digitalisation économique porteuse de valeurs, créatrice d'emplois et de richesses et stimulatrice du développement. Il s'agit, entre autres, de dématérialiser de nombreux services offerts aux citoyens grâce au projet e-Gouv, qui a pour objectif d'assurer l'interconnexion effective des administrations, d'améliorer l'accès de tous à des produits de services numériques à des coûts abordables à travers des incitations fiscales, en particulier l'exonération de l'importation des équipements numériques. C'est pourquoi le gouvernement a fait adopter le 29 octobre dernier la loi portant sur la protection des données à caractère personnel après celle relative à la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité de décembre 2018. Une équipe de la BCAO sera à l'université de Lomé demain pour sensibiliser les étudiants sur les risques inhérents à l'utilisation des technologies financières et les défis majeurs que cela implique. Voilà, le 6h30 s'arrête ici. Je vous donne rendez-vous à 7h. Merci Régis, à tout de suite. Et nous passons pour notre chronique Actu, invité Actu. On en remet une couche parlant des enfants avec Madame Nassi Léontine Zagba. Elle est coordonnatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bienvenue. Bonjour Monsieur. Alors le sujet c'est moi enfant, je participe effectivement à la construction de mon pays. Qu'est-ce que cela englobe? De mon avenir. De mon avenir, oui. D'où de mon pays. Oui, absolument. Alors, nous parlons des enfants de la rue qui généralement ne vivent pas en famille et donc dans la construction de leur avenir, il faut leur participation pour respecter le principe de la participation des enfants, c'est-à-dire que l'enfant doit donner son accord à tout ce qui le concerne. Et ces enfants, c'est vrai qu'ils vivent dans la rue, mais on ne peut pas décider de leur avenir sans eux. Il faut bien qu'ils participent eux-mêmes à ce qu'ils veulent faire, qu'ils choisissent et qu'ils aient le droit de dire « je veux faire ci
et qu'on l'accompagne sur ce choix-là. Alors, Madame Zagwa, vous êtes coordinatrice du programme de protection des enfants et adolescents vulnérables. Oui. Qu'est-ce que ça englobe concrètement? Merci. Alors, le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables englobe le volet action sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants? Alors, nous faisons des équipes de rue. Nous allons au contact de ces enfants parce que pour pouvoir aider quelqu'un, il faut savoir les difficultés qu'il rencontre, qu'est-ce qu'il vit au quotidien, de quoi il souffre. On parle de vulnérabilité. Alors, il faut connaître ces vulnérabilités-là. Donc, les équipes de rue nous permettent de savoir quelles sont les réalités auxquelles sont confrontés ces enfants au quotidien dans la rue. Et nous échangeons avec eux. Ceux qui acceptent de sortir de la rue, alors, nous les accompagnons. Et comme pour le moment, l'État n'a pas encore des centres dédiés, ce qui a été autorisé. Et donc, nous sommes dans le processus. Nous espérons que cela va voir le jour bientôt. Alors, nous travaillons avec des ONG qui, eux, ils ont des centres de transit. Et nous accompagnons ces enfants dans ces centres et nous les aidons à pouvoir prendre en charge ces enfants. Le ministère s'entend. D'accord. Madame Zagwa, à vous entendre, le mécanisme, il est vraiment axé sur le terrain. Alors, quand vous rencontrez ces enfants-là, et vos zones de prédilection, c'est où? Parce qu'on les retrouve malheureusement sur tout le territoire. Oui. Alors, comment ça se passe sur le terrain? Alors, merci. Vous savez, travailler sur un être humain, ce n'est pas toujours évident. Oui. Et ce sont des enfants qui sont très mobiles. Alors, vous pouvez faire un programme avec un enfant ici, et demain, vous le retrouvez ailleurs. Oui. Ce qui fait que nous travaillons sur le terrain, mais nous sommes tenus de coordonner toutes nos activités. Et pour mieux aider ces enfants, quand vous les retirez, il faut les mettre quelque part. Pour le moment, c'est ce quelque part que nous recherchons. Ok. Madame Zagwa, non seulement vous recherchez ce quelque part, là, nous, ce qu'on recherche, c'est que quand vous allez voir les enfants sur le terrain, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui revient de façon régulière? Mon papa m'a abandonné, je n'ai pas pu aller à l'école. Quand vous faites le ratio, quand vous faites les statistiques, qu'est-ce qui ressort le plus souvent? Merci bien, Marcelin. Ce qui ressort, c'est beaucoup plus les problèmes de famille. De quel ordre? Alors, il y a des enfants qui sortent des familles parce que ce sont des familles recomposées. Soit il y a des difficultés avec la mère ou avec le nouveau père. Il y a des orphelins. Les divorces. Oui, il y a tout cela. Il y a la maltraitance également. L'enfant refuse d'être martyrisé à un point qu'il décide de partir. Il y a aussi la rébellion. Il y a la rébellion parce qu'il refuse. Et il y a certains qui veulent faire comme les autres. Ils veulent accompagner leurs autres parce que généralement, ces enfants, ils ont un rêve. Ils ont un modèle quelque part ils se disent que celui-là est passé par là et il est devenu quelqu'un. Moi aussi, si je pars de là et que je suis dans la rue, j'ai mon objectif, il faut que j'y arrive. Et donc, quand ils sont dans la rue, vous pouvez travailler avec eux 6 mois sans savoir réellement ce qu'ils veulent. Mais c'est le jour qu'ils auront confiance en vous. En ce moment-là, ils vous disent, Tanti, moi, je vais être footballeur, moi, je vais être... ainsi de suite. Donc, c'est ce travail de longue haleine. Ce n'est pas un travail qui se fait au jour le jour. C'est un travail de confiance, de patience. Il faut être avec eux. Quand ils vous voient, ils sont heureux. Ah, Tanti est venu. D'abord, on leur donne à manger, on les soigne. Et ça, c'est ça qui établit le lien de confiance. Alors que quand cette relation est établie, en ce moment-là, ils vous disent leurs rêves et on les accompagne. Ce qu'on a pu sortir de là, certains sont retournés à l'école parce qu'il faut aussi respecter les lois de Côte d'Ivoire qui disent que jusqu'à 16 ans, un enfant doit être à l'école. Voilà. Alors, partons toujours sur cette même lancée-là, parce que vous avez donné franchement envie d'en savoir davantage sur le mécanisme de travail et de vos actions. Ces enfants-là, quand ils viennent vers vous, au bout de 6 mois, après, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez dit que c'était 6 mois minimum pour gagner leur confiance. Oui, 6 mois pour gagner leur confiance, mais c'est ce que je vous dis. Quand vous avez gagné leur confiance, qu'ils acceptent de sortir de la rue, il faut bien les mettre quelque part. Oui. Aujourd'hui, au plan international, on nous demande de privilégier les familles d'accueil. Alors, le ministère a des familles d'accueil, mais il faut toutes les lois qui accompagnent ce processus de famille d'accueil. Des garanties. Voilà, parce qu'on ne peut pas le faire de manière bénévole, sans pour autant, sans que ce ne soit
clairement établis. Madame Zagba, moi j'ai une question aussi qui me taraude. On a l'impression, je peux me tromper, hein, moi j'ai l'impression que ce sont les ONG, ce sont les organisations internationales qui font la politique chez nous, dans nos pays, notamment dans le domaine des enfants. Quand on vous entend parler, quand on entend d'autres responsables, oui, les ONG, mais l'État de Côte d'Ivoire fait quoi même sans les ONG? Bon, imaginons que les ONG n'existaient pas du tout. On allait faire quoi? Merci, M. Marcelin. Mais je pense que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup. Parce que s'il y a des programmes qui sont créés pour répondre à des thématiques, c'est parce que l'État a conscience qu'il faille agir dans ce sens-là. On peut créer des programmes sans fond. Et avoir les moyens de ces programmes-là aussi. C'est ça aussi le problème. Les moyens de sa politique. On crée des programmes et on attend les ONG. On n'a pas les moyens de sa politique. C'est ça. Bon, je pense Même pour faire des sondages, on a besoin des ONG. Vous trouvez que c'est normal? Alors que l'État de Côte d'Ivoire, l'INS, il peut, je ne sais pas, il y a des choses qu'on peut faire. On n'a pas besoin d'attendre forcément. Aujourd'hui, je vous rassure, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a mis les fonds pour que nous fassions la base de données de tous ces enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner là le nombre d'enfants qui sont dans la rue du fait d'un problème familial? Ils sont combien? Oui, monsieur Marcel. À Séguéla, à Man, à Daloa. Est-ce qu'on a les chiffres? Est-ce que si quelqu'un nous regarde, il est étudiant en sociologie, il veut savoir, il vous appelle, est-ce que vous pouvez lui donner ça avant midi? Les chiffres? Les chiffres de nos enfants qui sont dans la rue aujourd'hui, concrètement. Et les motifs de cette... Non. Les motifs, nous les avons. Mais on ne peut pas aujourd'hui vous donner un chiffre exact pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a X nombre d'enfants dans la rue. Parce que chaque structure, les ministères a ses chiffres, les ONG ont leurs chiffres. Alors c'est tout cela La Banque mondiale a ses chiffres. Voilà, c'est tout cela que nous avons, nous avons réfléchi. Et ces chiffres-là sont en croissance perpétuelle chaque jour. Oui. Alors nous avons décidé de faire la base de données et c'est en cours. Cette base de données, cette année, jusqu'à la mi-janvier, nous aurons une base de données fiable. Et vous allez procéder sur comment? Toute l'étendue du territoire national. Procéder comment? Il y a un cabinet qui a été recruté. Un cabinet ivoirien? Non, oui, ivoirien. Voilà, sur financement de l'État de Côte d'Ivoire pour faire cette base de données. Parce que c'est ça, tout le monde dit, chacun a ses chiffres de manière parcellaire, on veut tout mettre ensemble dans un logiciel qui va permettre désormais, quand on rencontre un enfant X quelque part, on le fait rentrer dans la base de données. On vous encourage à ça. Et mi-janvier, vous avez dit mi-janvier. Oui. Sérieusement, mi-janvier. Oui, quand on finit... On va vous recevoir pour il n'y a pas de avoir les problème, conclusions de cette et on sera étude-là. heureux de vous présenter cette base de données. Parce qu'elle sera effective cette année. Et le but premier de cette base de données, ce sera le développement et la bonne prise en charge des enfants. La bonne prise en charge des enfants. Parce que cette base de données est accompagnée d'une stratégie. Absolument. Voilà. Et parlons de stratégie. Parlons de stratégie. On a ce programme-là que vous avez lancé. Moi, enfant, je participe effectivement à la construction de mon avenir. C'est un programme qui est déjà établi. Et votre présence ici justifie la communication que vous voulez porter. Alors, quel est le message aujourd'hui que vous voulez porter à ces enfants-là? Parce que malheureusement, ils sont là dans la rue. Des fois, ils nous suivent aussi à quelques coins de rue. On peut les toucher de par votre présence aujourd'hui. Alors, merci bien. Ces enfants, ils ont beaucoup de qualités. Tant que vous ne les avez pas approchés, vous direz que ils sont... Moi, j'ai envie que vous les regardiez là dans la caméra et vous leur parlez au cœur tout de suite là. Alors, moi, je voudrais vous dire bonjour. Bon, généralement, ils m'appellent Tanti la Blanche, donc... Tanti la Blanche vous parle. Vous parlez, écoutez. Tanti la Blanche, parlez. Alors, moi, je voudrais vous dire, vous avez des qualités, des potentialités. Vous êtes capable de tout ce qu'un enfant peut faire. La seule chose que vous voulez, qu'on vous regarde, qu'on vous accorde une attention. Alors, c'est ce qui est fait. Chaque année, nous avons des activités avec vous. Nous vous accompagnons, nous faisons des équipes de rue. Et cette année, il y a un centre de transit qui va bientôt être réhabilité avec un partenaire pour pouvoir encore mieux vous accompagner, vous permettre de choisir ce que vous voulez faire. Il y a une société également qui nous accompagne pour vous amener à choisir les TIC, par exemple, les TIC, pour que vous puissiez choisir votre avenir. Il n'y a pas que le football, il n'y a pas que ces activités, il y a plus que ça. Et vous avez les potentialités pour faire toutes ces activités pour être autonome dans la vie. Alors, nous savons que vous pouvez le faire et nous sommes prêts
à vous accompagner là-dessus. Il faut votre adhésion. J'espère que les enfants qui nous regardent ont compris ce langage-là. Et puis aussi, Madame Zagba, franchement, quand on a des émissions enfantines d'enfants sur les différentes chaînes, les sponsors qu'on voit, ce sont des gens, ce sont des sociétés. De l'alimentation. De l'alimentation. Je suis d'accord, c'est bien. C'est bien parce que ça permet à la publicité, à l'argent d'entrer. Mais où sont les ONG? Le ministère de la famille, de l'enfant, tout ce que vous faites, tous ces programmes-là, est-ce qu'on ne peut pas les rassembler pour profiter de ces moments où on parle aux enfants là, pour venir intervenir dedans, pour parler? Et puis, est-ce que le langage que vous utilisez est accessible aux enfants? Est-ce que les enfants, ce que vous dites là, est-ce qu'ils comprennent? L'enfant, par exemple, qui vient à mon véhicule, et qui veut essuyer ma vitre avec de l'eau vraiment douteuse, est-ce qu'il comprend le langage que Tanti La Blanche dit ce matin? Est-ce que vous avez d'autres canaux aux nouvelles du pays, dans les langues, en Nouchi, tout ça? Bon, c'est vrai que nous souhaitons ce partenariat avec la radio de proximité et avec même la RTI pour que nous puissions parler à ces enfants, trouver une lucarne où nous puissions échanger avec ces enfants dans leur langage, dans leur univers. Mais ils nous comprennent. Ils nous comprennent parce qu'il y a beaucoup qui sont allés à l'école. Même s'ils ne sont pas arrivés loin, il y a certains qui sont allés à l'école et qui ont dû arrêter à un moment donné. Donc, je pense que c'est ensemble, avec vous également, parce que vous êtes un partenaire important. Parce que les enfants aiment la télé, la musique. Bon. Justement, c'est vrai qu'on doit terminer, mais j'ai envie de vous donner la possibilité. Vous avez parlé des rêves des enfants. Pourquoi pas solliciter des personnes qui sont passées peut-être par ce canal-là ou par un autre canal, mais qui fait rêver ces enfants-là? Merci bien, madame. Nous avons essayé, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a madame le ministre qui nous a orientés sur ce fait-là. Madame le professeur Bakayoko Liramata, qui est vraiment impliquée dans tout ce que nous faisons, qui nous donne des directives parce qu'elle veut que nous trouvions effectivement des activités pour tous ces enfants. Et comment vous contactez? C'est ça, c'est important. Au contact, vous avez un contact, madame? Oui, le ministère, le ministère, nous avons un contact, je suis au 07 39 72 62. C'est le contact du ministère? Non, ça c'est mon contact personnel. 07, dites-le encore s'il vous plaît. 07 39 72 62. Voilà, vous constatez que les enfants sont en difficulté autour, vous pouvez appeler ce numéro-là et puis avoir d'autres informations. Mais il y a la ligne 116. Malheureusement, oui, à la ligne 116. Il y a la ligne 116. 116 et puis le numéro que vous avez entendu, mesdames et messieurs, parce que notre émission a pour vocation vraiment d'aider et de participer à cet élan-là au niveau de toutes les sphères de notre société. Merci d'être avec nous à Matin Bonheur. Après Tanti La Blanche, on va retrouver toute l'équipe. Il y a une blanche aussi dedans, c'est Tia. C'est l'équipe des Matins d'Isaac qu'on salue, à qui nous présentons nos salutations les plus ajustées. Coucou la famille. Voilà, on va essayer d'entrer en contact avec nos amis de la radio Fréquence 2, Fréquence Jeune, la fréquence la plus jeune, la plus cool de la bande FM. C'est une belle rencontre, parce que, oui. Depuis mon retour, c'est maintenant que je vais les voir, donc on espère entrer en contact avec eux incessamment. Si on a un souci technique, qu'on nous le dise afin qu'on puisse poursuivre l'émission. Nous, on était très heureux de continuer avec Tanti La Blanche, mais maintenant aussi. Voilà. Bon, voilà. 6h49 en temps universel, amis téléspectateurs de RTI 1, bonjour, amis auditeurs de Fréquence 2, rebonjour. Oui, bonjour à tous, bonjour Isaac. C'est un plaisir que de partager ces instants de radio et de télé en votre compagnie. Pour la radio, c'est du lundi au vendredi de 6h à 9h, et pour la télé, exceptionnellement, on a la brèche à nous faite donc par la team de Matin Bonheur. Bonjour Alix, bonjour à Marcelin. Ouais, bonjour Marceline, avec une chemise blanche immatriculée. Immatriculé combien? Ou immatriculé? Immatriculé, c'est blanche propre. C'est quoi le numéro d'immatriculation? C'est blanche. C'est blanche? D'accord. Bon, avec nos auditeurs ce matin et amis téléspectateurs, d'ailleurs, vous pouvez intervenir, on va parler de football. Et oui, on parle de football. Ce soir, vous savez que c'est la Ligue des Champions et un grand match au sommet, puisque le Real Madrid reçoit le Paris Saint-Germain. Alors, quels sont vos pronostics? Vous pouvez nous appeler au 20 22 21 21 ou au 20 24 27 89 et continuer à interagir avec nous via la page Facebook Fréquence 2 en majuscule. Tout ceci va se faire juste après le jingle qui arrive maintenant. Ton avis compte. Appelle et donne ton avis sur le sujet du jour.
Bon, deux numéros de téléphone, 20 22 21 21 20 24 27 89, vous les connaissez pour ceux qui veulent interagir donc sur la page Facebook. C'est fréquence de tout en majuscule, on se fera un plaisir de vous lire aussi. Alors, on y va. On rappelle que le PSG et le Real Madrid sont dans le groupe A, et que le PSG est en tête du groupe A avec 12 points au compteur. Le Real Madrid est juste derrière avec 7 points. Donc il n'y a pas vraiment de gros enjeux, puisque l'enjeu, c'est peut-être la tête de la poule. C'est la première place, évidemment. D'accord. On veut partir tant que c'est avec Aruna. Aruna, bonjour. Bonjour, monsieur. Il me voit télévision, il rit. Oui, je vous appelle de Takessé. Ok. Salut Aruna. Oui. Alors Aruna, on parle de ce Real PSG. Oui, je donne D. Oui, mais vas-y. Pour Real PSG. Real D. PSG 1. 2-1 pour le Real. Oui. D'accord. Ok. On va pas être d'accord. Non, c'est son pronostic. Oui, mais j'ai le droit de dire qu'on ne sera pas d'accord non plus. Ça y est, les Parisiens commencent à... Toi, tu es animatrice, tu ne dois pas l'être l'impartial. Voilà. Avant d'être animatrice, je suis parisienne, monsieur. Voilà les gars. Tu es picardien. Non, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'avant d'être parisienne, elle est animatrice, donc elle va donner la possibilité aux auditeurs de donner leur avis. 20 22 21 21 20 24 27 89. Allez-y, donnez votre pronostic, mais si possible, argumentez en 20 secondes. Alors, on a Wilfried au téléphone. Bonjour Wilfried. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Vous nous appelez d'où, Wilfried? J'appelle de Zikisso. Zikisso. D'accord. Zikisso, d'accord, ok. Vers Macoberry là-bas. Alors, Real PSG. Qu'est-ce que vous en dites? PSG D1. Pourquoi PSG D1? C'est quoi les strong, les forces, les faiblesses de les PSG et puis il veut faire D1 là? Parce que c'est mon équipe que j'ai fait beaucoup. Alors, toi, juste parce que c'est ton équipe, en fait, le pronostic que tu donnes, c'est 2-1. Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a parce que le PSG est très en forme, contrairement au Real Madrid qui se cherche encore, n'est-ce pas? C'est quand même le Real. Le PSG, sur sa PSG est en forme. Le PSG est en forme avec des gros buteurs là en ce moment, Mbappé, Icardi, qui sont là. Wilfried, merci beaucoup. D'accord. Mbappé, Brahima Koulibaly. Il joue dans le PSG de Catiola. Oui. Catiola Saint-Germain. Oh là, respectez les gens au téléphone. C'est vrai qu'on nous écoute à Catiola, à Fumbolo, à Boniéré, Dougou, partout dans ces parties de la Côte d'Ivoire. Et Brian... Plus à Catiola qu'à Boniéré, parce que bon, les gens de Boniéré, ils n'ont pas de poste radio. Ah bon, qui te fait dire ça? Ils viennent régler les comptes ici, ils ont au moins leur poste de télévision, parce que là, en ce moment, on est en direct à la fois sur RTI. Brian, pronostic, et puis on argumente. Je pense que aujourd'hui, je pense qu'il y aura un match nul. Je pense que c'est un match nul. C'est vrai, le Real a voulu peut-être se surpasser, mais bon, je pense pas qu'il puisse franchement battre le PSG aujourd'hui. C'est ça. C'est vrai, le PSG, bon, actuellement ils sont en forme. Ils ont une belle attaque. Je pense pas qu'eux aussi vont vouloir, comment on appelle ça, jouer franchement, quoi. De toute façon, ils ont tout à leur avantage. Bon. Ils sont presque qualifiés, sinon ils sont qualifiés. Donc bon, voilà, ils s'en foutent pas. Ils vont pas vraiment forcer les choses. Le Real aussi n'est carrément pas en forme. Donc bon, je pense clairement qu'il y a un match nul. Un match nul. Un match nul, ça sera plutôt décevant pour les supporters qui aiment bien voir des buts. Merci Brian de nous avoir appelé. On se retrouve tout à l'heure. Prends le relais. Allô, allô. Konaté Daouda nous appelle d'où? Bonjour, cher ami. Ouais, de la Swan. Hello? Hello. Il est là ou pas? Bon, sur Facebook, peut-être qu'on a des interventions, Tia. Bien sûr. Alors là, tu prends au dépourvu, mais bien sûr, évidemment, il y en a. Il te prend les pieds dans les narines. Non, mais tu n'es pas gentil. Il y a Richard Wamien, qui est un grand fan du Barça. Lui, forcément, pour le coup, c'est le PSG qui a gagné. Il vote pour le PSG. Il y a quoi? C'est son choix. Il y a Nixon Soro qui nous dit, lui, il voit un match nul également entre les deux équipes. Évariste Conan, lui, c'est un vrai madrilène, donc pour lui, c'est grande victoire du Real Madrid ce soir sur le PSG. D'accord. Voilà. Si vous êtes supporter donc du Djibeto de Tabou, vous pouvez intervenir. C'est pas fermé. Ah oui, parce que ce sujet reviendra encore à 7h. À 7h10. 10 minutes. Donc, comment avez-vous mangé les manconos là? Quoi ça? Les mangés là. Foutou, quelque chose, banane, truc là.
Le Branabaga. Voilà, Branabaga de Mankono, c'est un club. Oh non, ça ne peut jamais être un club. Tu m'arrêtes ça. Il m'a bien eu, le mec. Ça va pas, non? Non, mais vous pouvez intervenir sur ce sujet. Hein. Donc, à 7h10, vous pourrez nous rappeler donc au 20 22 21 21 ou encore au 20 24 27 89, Tia. Eh oui, pour parler de football. Voilà. Ou bien tu interagis sur les pages Facebook de Fréquence 2 en majuscule, ou bien www.rti.ci Radio Filmé. Tu vas pas m'arrêter ton anglais érythréen. C'est l'anglais qui a pris le pouvoir. Bon, allez, amis téléspectateurs de RTI 1, on vous donne rendez-vous mardi prochain, donc à la même heure. Oui. Merci Marcelin, merci Alix et à toute l'équipe de production de Matin Bonheur. On se donne rendez-vous mardi. Yes. Merci infiniment les copains pour voilà, cette petite incursion de votre matinale radio filmée. Les matins d'Isaac, c'est tous les matins sur Fréquence 2, Fréquence Jeune. De retour, l'information, on aura encore à vous distiller par le truchement de Régis Kofi pour son dernier flash. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Aka Awele, informe l'ensemble des populations ivoiriennes qu'en raison des travaux de sa réhabilitation, le CHU de Yopougon est fermé depuis le 1er novembre 2019. Pendant cette période, la continuité de l'offre de soins est assurée par d'autres structures sanitaires. Pour plus d'informations sur les nouvelles structures d'accueil des services relocalisés, appelez le 143 ou consultez le www.santé.gouv.ci. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Ok, voilà, retour sur le plateau avec Régis directement maintenant. Le point de l'actualité internationale, bienvenue. Bonjour à tous. Un Mexicain et un Français séquestrés depuis 24 heures par un commando armé après avoir été enlevés dans un parc national du centre du Mexique ont été libérés hier. C'est ce qu'a indiqué une source gouvernementale mexicaine. Peu avant, une demande de rançon avait été transmise aux autorités mexicaines, selon le ministre de la Sécurité, Alfonso Durazo. Le président américain Donald Trump a présenté hier à la Maison-Blanche le chien soldat qui a participé au raid ayant conduit fin octobre à la mort du chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi. Conan, c'est son nom, a fait un travail fantastique, a souligné le président des États-Unis. Ce chien est incroyable, si brillant, si intelligent, a-t-il ajouté, précisant que le célèbre berger malinois avait reçu une médaille et une plaque. L'animal, qui a été engagé dans une cinquantaine de missions de combat en 4 ans, avait traqué le chef de l'EI dans le tunnel où il s'est fait exploser. Parlant justement de l'EI, les polices de 11 pays d'Europe, en collaboration avec Europol, ont mené une cyberattaque à l'échelle mondiale contre quelques 26 000 comptes, sites et canaux de communication du groupe État islamique, portant un coût capital à sa propagande en ligne. C'est ce qu'a indiqué hier Europol. L'opération s'est déroulée du 21 au 24 novembre dans le cadre d'une enquête de la justice belge, précise l'agence dans un communiqué. C'est un nouveau coup dur pour Uber. La plateforme de véhicules avec chauffeur s'est vue retirer son permis d'exercer à Londres
en raison d'une faille sur son système informatique qui met en danger la sécurité des passagers. L'autorité londonienne des transports estime que trop de chauffeurs non autorisés sont inscrits sur la plateforme. Des conducteurs sans permis ou suspendus ont ainsi pu installer leurs photos sur d'autres conducteurs et créer des comptes Uber actifs. À chaque année qui passe, un triste record est battu, celui de la concentration de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. L'année dernière n'échappe pas à la règle. En 2018, la concentration atmosphérique a dépassé les 470 parties par million de CO2 et la tendance n'est pas prête de s'inverser. Voilà, c'est tout pour ce 7h. Excellente journée à toutes et à tous. Merci Régis. À demain donc et belle journée à vous. Alors, la dernière phase de cette émission, c'est bien sûr la thématique. On l'a annoncé à l'entame du programme. Aujourd'hui, nous parlons des enfants en conflit avec la loi, avec Maître Lamine Faye, qui est déjà installé en notre compagnie. On a un jingle et tout de suite, on poursuit. La problématique des enfants en conflit avec la loi. Vous aurez compris que tout le conducteur de notre matinale s'articule vraiment pratiquement autour des enfants depuis toute la semaine passée. C'est fait à dessein parce que cette problématique-là nous tient à cœur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Maître Lamine Faye, très concerné par ce sujet, avec qui nous allons vraiment faire un peu le tour. C'est ce qu'on l'espère, c'est ce qu'on espère en tout cas aux alentours de la fin de cette émission. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout que vous portez le prénom de Lamine. Pour ceux qui connaissent l'histoire des avocats, le premier avocat d'Afrique noire, Lamine Gueye, nous saluons ici sa mémoire et celle aussi de tous ses parents qui nous regardent. Alors, première question, pour être dans le thème, qu'est-ce qu'un enfant en conflit avec la loi? Pour répondre à cette question, je voudrais déjà que vous acceptiez qu'on commence par définir ce qu'est un enfant. L'enfant, c'est un individu, un être humain de moins de 18 ans. Cette définition vient de la charte africaine de droit de l'enfant, du droit et du bien-être de l'enfant et de la Convention internationale sur la protection des droits de l'enfant. Il y a quand même une nuance, puisque nous voulons aller jusqu'au fond. C'est que la charte dit 18 ans et la Convention internationale dit qu'un État peut quand même ramener cet âge à moins de 18 ans. Il y a une nuance quand même. Et alors, nous en arrivons maintenant à cette personne, cet enfant, en face de la loi. Et on dit un conflit avec la loi. Un mot terrible. Un mot terrible surtout pour un enfant. Or, la définition est également terrible. L'enfant en conflit avec la loi, c'est l'enfant qui est soupçonné, qui est poursuivi et qui est convaincu d'infraction pénale. Entendez bien soupçonné. Quand nous savons, mais c'est une définition générale, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, mais puisque nous réfléchissons, cela signifie que l'enfant de moins de 18 ans qui est simplement soupçonné est considéré comme étant en conflit avec la loi. Alors que toutes les constitutions, y compris la nôtre, règle la présomption d'innocence. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on soit condamné définitivement, on est innocent. Donc pour moi, l'enfant ne peut pas être en conflit, défini comme étant en conflit avec la loi, du fait simple qu'il soit soupçonné. Il faut aller au-delà. Et au-delà, peut-être que c'est ce que nous allons pouvoir développer ensemble avec vous. Justement, parlons de cette terminologie ou de l'action juridique, du statut juridique qui est collé. Ces enfants-là avec une appellation triviale de microbe. Et c'est après que cela a mué avec l'appellation ou la désignation de l'autorité gouvernementale à enfants en conflit avec la loi. Alors ces enfants-là, leur statut juridique et judiciaire vis-à-vis de la loi, c'est quoi? Leur statut juridique et judiciaire, c'est d'abord un statut de protection permanente. Contrairement, c'est pour cela que la définition n'est pas tout à fait conforme à ce que la loi, le gouvernement et la société ivoirienne font. Parce que quand vous prendrez la loi sur la minorité, quand vous prendrez le code pénal,
le code de procédure pénale, toutes les dispositions relatives à l'enfant dit en conflit avec la loi sont des dispositions protectrices. Voyez-vous? Donc il y a à ce niveau-là matière à réflexion. Et je vous donne un exemple. C'est qu'un enfant qui est, par exemple, soupçonné d'avoir commis une infraction ne peut pas être poursuivi comme un adulte. Il ne peut être poursuivi qu'à la demande expresse du procureur de la République, lequel va d'abord faire appel à l'assistance judiciaire. Et il n'est pas jugé par les mêmes juridictions que les adultes. Il est jugé soit par un juge des enfants, soit par un tribunal pour enfants, soit même pour le tribunal criminel pour enfants. Vous voyez qu'il y a une distinction totale et une protection générale. Okay. Maître Faye, alors si on s'en tient à ce que vous dites, l'appellation même enfant en conflit avec la loi est douteuse, hein, entre guillemets. Mais en plus, on navigue un peu, on voyage entre la Convention internationale de la Charte africaine, entre le Code civil, la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, entre les initiatives du gouvernement et puis entre le rôle de la société civile, point de vue sociologique. Finalement, on s'y perd. Comment faire pour redescendre sur terre et regarder le problème droit dans les yeux? Oui, vous êtes avec un avocat. Je ne peux parler que dans le cadre de la loi. Il y a plusieurs lois. Si nous prenons, parce que notre sujet, notre thème, c'est bien les enfants en conflit avec la loi. C'est ça. Si vous prenez le code civil ne traite pas de l'enfant en conflit avec la loi. Absolument. Le code civil parle de la minorité. Très bien. N'est-ce pas? Et heureusement, nous avons maintenant, avant, vous savez qu'il y avait la minorité de 18 ans et la minorité de 21 ans. Maintenant, la minorité en Côte d'Ivoire, c'est 18 ans. Il faut que ça se sache. C'est-à-dire aussi bien pour aller aux élections que pour, n'est-ce pas, jouir de sa personnalité juridique. C'est ça, au civil. Au pénal, comme je vous l'ai dit, aussi bien dans la commission d'une infraction que pour la poursuite et la sanction, l'enfant, c'est-à-dire la personne de moins de 18 ans, est quand même protégée par toutes ces lois-là. Malheureusement, la loi n'appréhende pas toutes les réalités sociologiques. C'est pour cela que le traitement, justement, de la situation de ces enfants, que j'allais dire à marge de la société, je vous ai entendu tantôt parler de rébellion avec la société, ce n'est pas simplement juridique. C'est aussi sociologique. Tout à fait. Et quand je dis sociologique, ce n'est pas de façon générique. Cela vient d'abord de la cellule familiale. Nous avons un grand problème, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier. C'est en fait la déliquescence du tissu familial, la déperdition de l'autorité, notre, j'allais dire, acculturation. Moi qui suis là, face à vous, jusqu'à mes 49 ans, ma mère me prenait pour un enfant. Elle me parlait comme on parle à un enfant. Et je la regardais avec tendresse, puisque je me savais adulte, mais je n'allais quand même pas lui dire que je suis adulte parce qu'elle m'a vu naître. Si ces valeurs-là sont effectivement imprégnées dans l'esprit des parents et des enfants, je pense qu'on aura moins de microbes. Et encore une fois, je vais vous le dire, je ne vais pas faire, disons, me faire l'avocat de ces jeunes qu'on appelle microbes. Là aussi, c'est un terme inapproprié. Le microbe, qu'est-ce que c'est? C'est un virus. Une bactérie. C'est un virus. Et nous ne pouvons pas traiter nos enfants de virus. Nous pouvons les traiter d'enfants rebelles. Nous pouvons les traiter d'enfants de perdition. Nous pouvons même aller jusqu'à nous dire que ce sont des enfants délinquants, en se posant la question comment en sont-ils venus là? Si je pouvais, à cette occasion, sur ce plateau, passer le message que veut passer le barreau, c'est-à-dire appréhender ce problème, non pas seulement d'un point de vue, j'allais dire, sanction, mais aussi d'un point de vue éducation, insertion, réinsertion et sauvetage quelquefois.
Alors, maître, on voudrait avoir cet espoir-là avec vous et du postulat que vous nous avez fait. C'est clair qu'il y a une inadéquation avec l'appellation et le cadre juridique préétabli par nos lois. Mais force est de constater que ces enfants-là aussi sont victimes et sont actrices aussi ou acteurs de violences et de violences extrêmes. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'a posé à cela? Qu'est-ce qu'on met en face? C'est vrai qu'on veut avoir de l'espoir, se dire qu'ils vont changer, on va les réinsérer. Mais quand ils endeuillent des familles, ils agressent, qu'est-ce qu'on fait? La loi. Et que dit la loi face à fois, cela? la loi. La loi permet, la loi ne permet pas la permissivité. La loi ne permet pas que l'on fasse ce que l'on veut. Si l'enfant est effectivement soupçonné, je ne dis pas encore auteur, est soupçonné, il est poursuivi selon des règles. Quand je parle de règles protectrices, ce ne sont pas des règles d'impunité. Ce sont des règles qui permettent de préserver l'enfant. Justement, maître, je me permets de vous arrêter quand vous parlez d'impunité, parce qu'une certaine frange de la population ivoirienne, à tort ou à raison, considère que ces enfants-là sont protégés. Ils bénéficient d'un blanc-seing. On se dit, bon, ce sont des enfants, bon, voilà, à tort ou à raison, une certaine frange de la population se dit que ces enfants-là sont protégés. On ne sait pas par quels moyens ils arrivent à se faufiler, à sortir des mailles du filet. Ils ne sont protégés par personne, ils sont protégés par la loi. Ils ne sont pas protégés par quelqu'un, ils sont protégés par la loi. Je vous donne une illustration. Jusqu'à 10 ans, un enfant ne peut pas être poursuivi. Jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas un politique qui a décidé ça, ce n'est pas un juge, ce n'est pas l'avocat, c'est la loi qui dit. Oui, mais même quand il tue cet enfant, quand il n'a pas 10 ans, on l'arrête quand même pour le mettre dans un... On l'arrêtera, voilà. On prendra des dispositions voilà. d'insertion sociale. Voilà. S'il a besoin de soins parce que pour tuer à 10 ans, il y a problème. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme des tumeurs qu'on peut avoir, il faut soigner. Mais on ne soigne pas nécessairement par l'emprisonnement. Il y a des mesures exceptionnelles. Il y a des mesures spécifiques pour les enfants. Mais justement, ces mesures-là ne sont pas adaptées. Il y a des enfants qui, selon certaines personnes, opèrent au vu au su de tout le monde. Et multirécidivistes et qui ne sont même pas dans inquiétés ou mis dans un quelconque circuit de réinsertion. Là, je vais vous dire, je ne suis pas trop sûr qu'il en soit exactement ainsi à tout niveau. Que l'on ne puisse pas appréhender des enfants, parce qu'ils sont d'ailleurs dans des circuits mafieux. C'est-à-dire qu'ils sont contrôlés non pas par des enfants, mais par des adultes. Tout à fait. Voyez-vous, qui organisent en ce moment-là, comme vous parleriez de la mafia, que ce soit ici ou en Italie, aux États-Unis, en Europe, vous verrez qu'il y a des gens que les policiers poursuivent ou recherchent pendant des années. On ne peut pas mettre la main sur eux. Donc, focaliser sur les enfants ne nous permet pas, de mon point de vue, ne nous permet pas d'appréhender vraiment le problème. Parce que, effectivement, ces enfants, on les poursuit, on les recherche. Mais s'ils sont protégés, ce n'est pas le juge, ni le procureur de la République, ni les avocats d'ailleurs qu'on peut mettre en cause dans ce cas-là, je crois. Je ne suis pas en train de dire qu'ils font bien. Je suis en train de dire que nous avons la répression d'un côté et la protection de l'autre. Le vrai problème, c'est comment équilibrer tout cela. Mais l'équilibre est vraiment difficile. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Nous sommes sur l'œuvre humaine. Pendant ce temps, les populations aussi souffrent, sont dans la peur, sont dans la hantise. Et dénoncent, des fois même apportent des preuves palpables, mais rien n'est fait. La psychose aussi gagne du terrain. Oui, je suis d'accord avec vous. Là encore une fois, c'est toujours la loi. Imaginons-nous, si l'un d'entre nous avait son enfant dans cette situation, serions-nous heureux que la loi lui soit appliquée? Je pense que oui. Or, la loi protège l'enfant, non pas tel enfant ou tel autre enfant. La loi protège l'enfant. Est-ce que la loi aussi ne devrait-elle pas s'adapter aussi aux réalités sociologiques? Oui. Parce que nous sommes face à quelque chose de nouveau. D'inédit. Entièrement d'accord. D'inédit, comme vous le dites. C'est pour cela que, si vous voulez, je n'avais pas été jusqu'au bout des tranches d'âge. Jusqu'à 10 ans, l'enfant ne peut pas aller en prison.
Ce qui paraît normal. On va revenir à cet état de fait-là tout à l'heure, maître. Je rappelle que nous sommes avec vous et nous parlons de cette fameuse problématique des enfants dits en conflit avec la loi. Que pense l'Ivoirien lambda? Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de ce phénomène qui, depuis des années, pollue notre sérénité, notre sécurité? Le micro-trottoir va nous le situer. Enfants en conflit avec la loi. Bon, il s'agit de quel type de conflit? Parce que ce n'est pas seulement la sanction qui peut enfin être la solution. C'est pourquoi il faut les reprendre. Si c'est possible de les scolariser, il faut les scolariser. Ensuite, bon, soit surtout les formations. C'est un problème qui est très gênant. Parce que pour ceux qui se débrouillent un peu dans le secteur du privé ou même les fonctionnaires de l'État qui doivent quitter, qui sont dans les quartiers un peu reculés, tu dois sortir à une heure, ils ont un peu tôt, vers les 4h ou 5h du matin, tu es livré à ces enfants. Eux-mêmes, il y a eu des moments, mais nous avons des points à Abidjan ici où à des heures, tu as dit tu ne peux même pas circuler parce que au risque de te faire prendre par ces enfants. Les enfants en conflit avec la loi, est-ce que ça existe encore? Bon, chez nous à Yopougon, ça fait un bon moment qu'on n'a pas pu parler d'eux. Donc, bon. Je ne sais pas si c'est vu encore dans d'autres quartiers. Voilà. Plusieurs avis concernant le sujet des enfants dits en conflit avec la loi. Avec vous, Maître Faye, en plateau ici, on est en train de parler de la rareté de la violence qui est exécutée, caractérisée par ces enfants-là. Vous nous parlez des 10 ans qui sont dépénalisés, pour ainsi dire. Mais ces enfants-là, 10 ans, ils commettent des crimes. Oui, mais en ce moment, attention. Encore une fois, ce n'est pas de l'impunité. C'est le fait tout simplement de prendre des mesures qui sont adaptées à l'âge de l'enfant. L'enfant de 10 ans, si il est prouvé qu'il a commis une infraction, on ne va pas le renvoyer dans la rue. Il y a des structures d'insertion pour cet enfant-là. Donc, c'est déjà une cautérisation, on bloque sa capacité de nuisance, puisqu'il va être inséré. C'est-à-dire que dans la vie, ça c'est mon avis à la fois de juriste et de père de famille, tout ne se résout pas par la sanction punitive. Il y a des mots qui se soignent par des soins, en fait, par des soins. Mais le problème, maître, c'est qu'il faut être accessible, éligible à ces soins. Le problème, c'est que souvent, ces enfants-là, c'est vrai, ce sont des enfants, ils ont des droits. Ça, on l'a compris. On ne peut pas les prendre, les mettre en prison tout de suite. Mais le fait même que ces enfants-là, on puisse les récupérer ou les mettre à la disposition d'une formation, c'est ça qui est rare et c'est ça qui fait peur. Parce que ce n'est pas forcément pour les punir. C'est ça. Est-ce qu'on a aujourd'hui des structures adéquates? Est-ce qu'ils vont vraiment poser le... Non, on n'a pas. Est-ce qu'on a des prisons spécialisées, des centres de réinsertion pour les jeunes? C'est ça. On n'en a pas. Et le mal est là. Oui, c'est vrai. Si vous voulez... Il y a toujours une marge entre la loi, l'application de la loi et les moyens d'application de la loi. Les moyens sont des moyens qui dépendent du gouvernement, sur lequel je ne jette pas la pierre, puisque je peux quand même dire à la décharge du gouvernement, hein, si je peux dire ça, si je peux me permettre, pour dire qu'il y a la direction de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Cette direction existe, qui travaille sur ce sujet-là. Et je peux même vous dire qu'ils ont animé un atelier le 20 octobre dernier, c'est-à-dire il y a, disons, un mois. Il y a un comité interministériel de protection de l'enfant. On commence déjà par ça. Il y a des programmes. Il y a également le cadre associatif. Quand je m'étais arrêté à 10 ans, si on avait pu continuer, j'allais vous dire que ça monte en gradation. C'est-à-dire qu'à partir de 13 ans, là, on commence à sanctionner. Voyez-vous? Par exemple, un enfant qui, avant 18 ans, commet un crime, passe devant le tribunal criminel pour enfants, est condamné. Il n'aura pas la même peine. Il aura la moitié de la peine, mais il est condamné quand même. Et le milieu carcéral, normalement, selon la loi, est organisé pour qu'il puisse être inséré, qu'il suive des cours, qu'il y ait de l'apprentissage. Je ne dis pas que tout ça se fait,
J'allais en venir. Non, non, je ne dis pas que ça se fait. Je dis que les textes existent. Et je vous ai dit, d'entrée de jeu, qu'en tant qu'avocat, je ne pars que des textes. Et si j'ai une affaire, par exemple, à plaider, c'est me battre pour dire il faut qu'il y ait ces centres-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les prémices sont là pour que ces centres puissent être, disons, le maximum possible sur le territoire. Vous parlez de textes, c'est votre domaine. Est-ce qu'on ne peut pas appliquer, moi je dis ça comme ça, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer à ce domaine-là ce qu'on a un peu appliqué au droit des affaires avec l'OADA? Est-ce qu'on sait qu'il y a une réforme, une loi qui gère les affaires en Afrique? Est-ce qu'il ne serait pas bien, de bonne loi, d'avoir une loi qui gère un peu l'enfance en Afrique de façon globale? J'en conviens avec vous. Et j'allais même commencer d'abord sur le plan national. Je me dis que, mais là c'est un rêve de juriste. Si on pouvait mettre en place un code général de l'enfance et de la jeunesse, parce que voyez-vous, on pense que lorsqu'on prend les textes et qu'on lit de façon, j'allais dire purement littérale, on a l'impression que le lendemain de la fête d'anniversaire de 18 ans d'un jeune, d'un enfant, il est devenu adulte. En 24 heures. Et il y a un laisser-aller. Il y a la période de jeunesse. Il y a la période de... D'ailleurs, nous avons un ministère de l'Emploi et de la Jeunesse. Donc, je pense que l'une des réflexions de base, c'est d'avoir un code général de l'enfance et de la jeunesse. Ce code réunirait tous les textes qui se rapportent à l'enfant et à la jeunesse, au plan civil, au plan pénal, au plan insertionnel, au plan de l'emploi sociologique et même parental, les obligations des parents, la déchéance d'autorité parentale, par exemple, si jamais un parent est brutal d'une certaine façon. Mais si on a un seul texte qui régit tout cela dans un pays, je pense que ça permettra, n'est-ce pas, de mieux cerner les problèmes. Surtout qu'il y a un comité interministériel. Maintenant, M. Gouvoy, pour arriver effectivement à votre question, et qui fait partie des préconisations que je souhaiterais qu'ensemble, on lance aujourd'hui. Nous avons effectivement, au niveau de l'Afrique, et c'est une avancée extraordinaire que nous envie le monde entier, c'est notre droit au HADA. Le droit sur l'organisation des affaires. Harmoniser, le mot harmoniser. Et pourquoi ça c'est important? C'est important parce que, de mon point de vue, un tel traité permettrait d'avoir les mêmes règles dans tous les pays membres de cette organisation-là et mettrait peut-être fin, ou en tout cas lutterait efficacement, contre les infractions et les mafias transfrontaliers. Maître, on a parlé des enfants, on est arrivé à la conclusion. Il serait aussi peut-être bien séant de parler à ces parents-là qui sont victimes d'agressions à l'actif des enfants pour leur dire aussi que la loi existe pour se faire justice et non pas de le faire soi-même. Tout à fait. En tout cas, c'est un débat très intéressant, très important et on espère que les gens, tout le monde, tous ceux qui sont concernés vont poursuivre ce débat-là. Merci pour l'expertise que vous nous apportez. Je pense qu'on va vous recevoir une autre fois pour approfondir encore le sujet. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, notre émission s'articule autour des enfants depuis plusieurs jours maintenant parce que c'est une problématique, on ne le dira jamais assez, qui nous tient à cœur. Merci d'être resté en notre compagnie en ce mardi naissant. Passez une très très bonne journée et restez toujours sur RTI 1.